Salut les amis, on est à la Edge Convention 2024. J'ai l'honneur et la fierté de vous présenter vraiment une idole que je ne connaissais pas, parce que je connaissais bien sûr que sa voix. Donc pour moi c'était quelqu'un qui était dans l'ombre les amis. Et j'ai vraiment, ça me fait, vous voyez, j'en tremble presque. Pour moi ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter Monsieur Vincent Ropion. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour, monsieur Ropion. Franchement, je dois dire Vincent, monsieur Ropion. Vincent, je peux vous appeler Vincent? Bah oui. Donc moi, c'est Cassius, voilà. Cassius, voilà. Eh ben, enchanté, Cassius. Enchanté, monsieur. Enchanté, Vincent. Voilà, donc c'est l'éducation qui fait ça. Donc, forcément, on va bien sûr, on va parler de votre parcours. Alors, j'ai regardé bien sûr plusieurs interviews de vous dans plusieurs quotidiens, etc. Donc, vous dites que vous n'êtes pas qu'un doubleur, mais que vous êtes bien sûr comédien avant tout. Donc oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler bien sûr de ça, de cette définition et de votre parcours? Oui, bien sûr. Oui, je dis souvent ça, mais c'est comme la majeure partie des comédiens qui font ce métier, qui est une branche du métier de comédien, le doublage. La majeure partie de ces comédiens qui font le doublage sont des comédiens avant tout. Donc comme moi, ils font du théâtre, du cinéma, de la télé. Et donc mon parcours, moi, il est un petit peu atypique. Parce que j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 11 ans. 11 ans. Le théâtre et le cinéma, la télé. Et à 13 ans, le doublage. D'accord. Voilà. Et alors j'ai une première question qui me vient automatiquement, qui sort un petit peu de mes questions d'habitude. À 11 ans, c'est de votre initiative ou c'est vos parents qui vous y ont mis? Voilà, c'est pas mon initiative, non, c'est grâce à ma maman, qui n'était pas du tout dans ce métier, mais ma maman me faisait faire beaucoup de choses, comme de la danse classique, du patinage artistique, de l'équitation. Et un jour, elle m'a dit, ça te dirait pas de faire du théâtre? Et moi, j'ai dit oui, à 11 ans, bien sûr. Elle m'a fait faire des photos, elle les a présentées à des castings de l'époque. Il y en avait très peu à l'époque, des castings. Et tout de suite, je me suis mis à tourner et très vite à jouer au théâtre aussi à 11 ans. Et après, j'ai continué, je n'ai jamais arrêté. Ça vous a plu donc? Oui, alors après, ça m'a plu évidemment. Oui. Ça m'a plu et j'ai voulu continuer. Et surtout, j'ai pris des cours à l'adolescence pour confirmer ce métier que j'aimais. Oui. Parce que c'est essentiel de prendre des cours, surtout pour le théâtre. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour le doublage aussi notamment et pour tout ce que j'ai fait après. Donc, mais c'est pas mon initiative au départ, non. Ok, incroyable. Oui, merci maman. Mais merci maman, merci. Il faut écouter vos mères, écoutez vos mamans les amis. Et donc comme quoi, on peut dire qu'elle était visionnaire. Elle était visionnaire, je ne sais pas. Non, en tous les cas, elle s'est dit, parce qu'elle aimait beaucoup ça aussi, je crois. Elle aimait tout ce milieu artistique, alors qu'elle n'en faisait pas partie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas artistique dans l'âme. Artiste. Bah écoutez, c'est une belle... en tout cas, c'est incroyable qu'elle vous ait mis. Du coup, à 11 ans, vous faisiez quoi comme première pièce de théâtre? Le tout début, c'était quoi? Vous vous rappelez un petit peu? Bien sûr. Le premier, c'est un film cinéma. La première chose que j'ai faite, c'est une figuration. Hein, c'était pas grand-chose. C'était ce qu'on appelle une figuration, c'est un petit rôle. Je ne parle même pas. Oui. Mais j'étais tellement heureux à 11 ans. Et c'était Les Aventures de Rabbi Jacob. Ah oui, dans Rabbi Jacob, c'est vrai, incroyable. Et vous aviez quel rôle dans Rabbi Jacob? C'est une figuration. Ah donc oui. Je suis un môme qui tient la robe de mariée de Miu Miu. Ah ouais, incroyable. En plus, sachant, excusez-moi, je suis un grand fan de Louis de Funès, mais vraiment un très grand fan. Parce que, comme beaucoup de gens d'ailleurs, donc ça devait être impressionnant de voir Louis de Funès sur les plateaux. Alors, à 11 ans, on ne se rend pas vraiment compte à 11 ans. C'est ça qui est incroyable. À 11 ans, c'est vrai que je l'avais déjà vu dans les films et j'aimais déjà beaucoup Louis de Funès. Il était très gentil, il était vraiment adorable, il nous prenait sur les genoux, tout ça. J'ai des photos du tournage avec moi sur les genoux de Louis de Funès. Et de là, après ma première pièce, grâce aux Aventures de Rabbi Jacob, car il y avait un autre figurant qui s'appelait Armand Isnard, qui était quelqu'un qui faisait de la figuration, mais qui faisait aussi beaucoup de théâtre comique. Qui écrivait des blagues dans le journal de Mickey et qui avait conseillé à ma maman d'aller à la Comédie Française parce qu'il y avait une audition, il cherchait un enfant pour jouer le rôle de Joas dans Athalie de Racine, qui est habituellement
jusqu'en 73 était joué par des femmes, petites femmes. Et là, il voulait un vrai enfant. Alors il cherchait, et donc elle a appelé, j'ai passé l'audition. Elle m'a acheté le classique Larousse Atelier de Racine. Et puis j'ai débarqué, j'ai passé l'audition sur scène et j'ai été choisi. Donc la première pièce que j'ai jouée était à la Comédie Française. Donc c'est quand même énorme, parce qu'après évidemment, commencer par ça alors que tout le monde, enfin tout comédien rêve de jouer à la Comédie Française. Moi j'ai commencé par ça et après j'ai fait plein de rôles à la Comédie Française d'enfants, notamment Ondine avec Isabelle Adjani. Mais oui. Et puis voilà, et après toute cette période-là, j'ai tourné pour la télévision, j'ai fait plein de choses. Et à 13 ans, j'ai commencé le doublage. Voilà. D'accord, donc c'était à 13 ans le doublage. Oui. D'accord. Et est-ce que vous vous rappelez du coup de vos premiers doublages aussi? Ah oui, absolument. Mon premier doublage, je ne connais plus le titre du film, mais c'était un western, cinéma. Et quand j'ai débarqué sur le plateau, j'ai reconnu les voix que j'entendais moi à la télévision. Ah oui. Donc ça fait très bizarre parce que c'est toutes ces voix, moi on me dit souvent maintenant quand des personnes me disent vous avez bercé mon enfance, c'est vrai que moi à cette époque-là j'étais bercé par toutes ces voix de doublage que j'adorais. Vous étiez vous-même fan en fait? Ah j'étais fan total et là je faisais, c'était un western donc c'était un petit Mexicain mais on m'a dit est-ce que tu sais prendre l'accent mexicain? Je dis oui et je l'ai fait. D'accord. Alors c'était plutôt espagnol que mexicain mais et ça a marché. Alors c'est vrai que j'ai réussi à faire cet accent espagnol parce que à 11 ans je m'amusais beaucoup à apprendre des accents. D'accord, ok. Je lisais beaucoup mes bandes dessinées que je lisais, Astérix ou Mickey ou Tintin. Je lisais à voix haute et je faisais des voix pour les personnages dans les bulles. Incroyable. Donc j'aimais déjà ça au départ voilà. Ça vous a aidé en fait? Bah oui, donc ça m'a amusé. C'était ça. Puis après, les premiers dessins animés que j'ai faits et films, c'est Boyd dans Tarzan. Oui, Tarzan, d'accord. Les vieux Tarzan avec Johnny Weissmuller qui était redoublé. Oui. Il était une fois l'homme. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et Anthony dans Candy. Le Petit Prince des collines. Oui, Candy aussi que toute une génération dont je fais partie parce que moi je suis né en 79. Oui. Donc je suis vraiment cette génération Club Dorothée, Récréa 2, voilà, on est en plein dedans. Donc c'est pour ça que ça me fait rêver et ça me fait replonger dans cet univers, on va dire maintenant old school, et qui pour moi intemporel pour les gens de ma génération. Et du coup c'est vrai que c'est pour moi, comme je vous dis encore une fois de plus, c'est exceptionnel de vous avoir ici comme témoin de toute cette époque en fait, et de l'avoir de par votre vision en fait. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr, on va parler du blockbuster, on va dire japonais, c'est-à-dire City Hunter pour les Japonais et les Américains, je pense, et pour les Européens, c'est Nicky Larson. Donc, vous incarniez la voix principalement de Nicky Larson ou vous faisiez plusieurs personnages dans Nicky Larson? Ah non, je ne faisais que Nicky Larson. Que Nicky, d'accord, que Nicky. Alors, comment s'est passé le casting, excusez-moi, et comment vous avez été recruté pour faire cette voix? Comment vous la proposez? Parce que le Club Dorothée, c'était spécial à l'époque. Ah oui, c'était spécial et c'était surtout beaucoup de travail. Parce qu'il y avait beaucoup de dessins animés que le Club Dorothée avait acheté au Japon en stock. D'accord. Et c'est ça qui a aussi fait découvrir toute cette culture japonaise. Oui. Mais juste avant, il y avait aussi Récréa 2. Oui, bien sûr. Où il y a eu Goldorak. Vous faisiez la voix de Actarus? Non. Goldorak, moi je le regardais quand j'étais enfant. Ah oui. Et ensuite, à 11-12 ans. Et ensuite, j'ai doublé dans Goldorak, mais j'ai fait un guest, ce qu'on appelle un guest. Oui. J'étais très heureux parce que comme j'aimais cette série, en plus à 13 ans on fait Goldorak, c'est génial. Donc il y avait Goldorak et bien avant, moi je me souviens d'un dessin animé qui s'appelait le prince Saphir. Prince Saphir, bien sûr. Et le roi Léo. Exact. Qui étaient deux dessins animés japonais, oui. Mais ça c'était doublé au Québec. Oui. Et voilà, là on a découvert déjà les dessins animés japonais. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le Prince Saphir, c'était à peu près la même époque que Astro le petit robot? Alors là, moi j'ai pas vu Astro le petit robot. D'accord. Mais je pense que c'est bien avant. C'est encore bien avant Prince Saphir, d'accord. Mais j'ai des tout petits souvenirs. Donc ça devait être vers l'époque de Sankukai, tout ça en fait. Oui, mais bien avant même. Même encore avant Sankukai, ouais. Ah d'accord. Moi je vous parle du Prince Saphir. Ah oui. Je pense que c'était avant 73.
Avant 63. Ah ouais. Donc, Ouais. okay. Donc j'ai pas. Parce qu'il y avait une émission le samedi après-midi qui s'appelait La Une est à vous. Ok. Et oui, et là les gens votaient pour une série ou un dessin animé. Et là le Prince Saphir passait dans La Une est à vous, donc à mon avis c'était en 71-72. Incroyable. D'accord, ok. Prince Saphir, Goldorak, donc vous jouiez un guest. Vous vous rappelez du guest de Goldorak? Non, bah forcément c'est trop, ça remonte trop loin. Maintenant on va revenir forcément sur Nicky Larson parce que je pense que c'est ce qui va intéresser énormément de jeunes et des jeunes comme des anciens de ma génération. Nicky Larson, est-ce que au niveau de la voix de Nicky Larson, elle vous est venue comme ça ou vous avez dit bon je vais faire telle ou telle voix? Comment ça vous est venu de faire la voix de Nicky? On ne fait pas vraiment une voix, c'est pas quand vous faites un dessin animé. Si vous interprétez un singe ou je vais dire n'importe quoi, je dis souvent un champignon. Alors parfois, oui, ou par exemple Jean-Claude dans Titeuf. Là, c'est des dessins animés très caractérisés. Donc là, on fait une voix. On joue une voix. J'aime pas dire on fait une voix parce que on fait pas une voix. Oui. La voix qu'on trouve. Elle est par rapport au personnage. Donc finalement on trouve une voix, voilà. On fait pas une voix, on trouve une voix. D'accord. Mais Nicky Larson, c'est pas, c'est un humain, c'est un héros. Oui. Donc il faut une voix grave. D'accord. Une voix assurée. Oui. Donc il n'y a pas grand chose à faire que d'écouter l'original et d'essayer d'interpréter un héros. Okay. Et quand on interprète un héros, on a une voix posée, grave et voilà. Sauf quand il part dans les aigus, quand il devient complètement fou. Exact. Justement, j'avais cette question en tête bien avant de vous rencontrer, quand j'ai connu votre existence, hein, vraiment. Donc c'était ce côté un peu schizophrène de Nicky Larson. Vous savez, quand il voit les filles, il pète les plombs. On sait qu'il a ce côté un peu limite sadique. Il a un peu le pervers. Bon, voilà, on sait qu'il y a ce côté-là au Japon aussi, hein, c'est très connu. Hein, ce côté-là des Japonais un peu tordus, on va dire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu schizophrène du personnage qui était dur à jouer, ou est-ce que ce personnage-là, vous l'avez enfilé comme un gant, c'était très simple à jouer? Ah non, mais c'est génial à jouer justement. C'est des personnages qu'on double s'ils sont plats. S'il n'y a rien à faire, un jeune premier par exemple, un jeune amoureux un peu sans saveur, c'est pas très amusant. Ce qui est drôle à doubler, c'est justement quand il y a des contrastes, des variations. D'accord. Voilà, et ça, bon, c'est pas très difficile, il suffit de suivre l'original et puis d'avoir peut-être un peu d'invention, oui, peut-être, bien sûr, et de dynamisme. D'accord. Et est-ce que la production, du coup, vous avez donné carte blanche? Parce qu'il y a eu quand même Moi, je regarde des passages où j'en peux plus, où je suis vraiment mort de rire, où quand tu me dis, oui, le méchant, on doit lui faire bobo, des trucs comme ça. Donc, c'est ces voix-là que vous preniez ou c'était... Ah, ça, c'est pas moi, ça, c'était un monsieur qui s'appelait Maurice Sarfati. D'accord, ok. Qui était le directeur artistique du dessin animé. D'accord. Donc il se permettait de faire des rôles aussi, donc souvent les méchants, oui. Et il faisait n'importe quoi. C'est ça. C'est-à-dire que pour lui c'était une japonaiserie de plus et sans intérêt. Il n'aimait pas le dessin animé, donc il a fait ce qu'on appelle un détournement. Oui. Et c'était n'importe quoi. Il y a même des moments où on se disait mais ça passera jamais. Et ça passait. Ça passait parce qu'à l'époque, les clients du Club Dorothée, ce qu'on appelle les clients, ne vérifiaient pas du tout le contenu. Ah, donc c'est pour ça que vous aviez entre guillemets carte blanche. On avait carte blanche totale. Du coup, ça laisse des souvenirs énormes. Oui, parce que ça a fait. Alors vous avez ceux qui sont les aficionados de la VO, oui. Qui préfèrent la VO parce que justement dans la VO, les méchants ne parlent pas du tout comme ça. Exactement. Ils suivent le texte. Ils suivent le texte, ils suivent le personnage. Okay. Mais cette version totalement détournée a beaucoup plu à d'autres, oui. et certains demandent ça. Voilà. Mais vous savez, c'est un peu comme la grande époque de grandes séries, pas que de dessins animés, mais comme Starsky et Hutch. Incroyable. Starsky et Hutch, moi je regardais aussi, j'adorais. Et vous aviez un travail magnifique de Francis Lax et de Jacques Balutin, oui. Qui doublaient Starsky et Hutch, parce qu'ils inventaient des tas de choses que vous ne retrouvez pas dans la VO. D'accord, ok. C'est pareil là. Ils faisaient la même chose. Ah, la même chose, ils s'amusaient, ils se faisaient des jeux de mots, ils faisaient des... Voilà. Donc si on regarde la VO de Starsky et Hutch, il y aura peut-être un autre discours. D'accord, ok. Donc maintenant, parce que, pour avancer, et on va pas tarder à clôturer cette interview, on va parler, forcément, on est à la Edge Convention, on va forcément parler de jeux vidéo et de doublage de jeux vidéo.
parce que si mes souvenirs sont bons, vous avez doublé dans The Witcher. Ah oui. Alors après, est-ce que vous pouvez nous énumérer déjà les jeux sur lesquels vous avez doublé et est-ce que vous avez pris du plaisir à... Est-ce que vous préférez doubler en jeux vidéo ou plus des dessins animés ou films ou séries? C'est très différent. Par exemple, pour The Witcher, le rôle que je faisais, c'était... comment il s'appelle Jacques... Le héros? Non, mon personnage dans The Witcher, c'était Jaskier. Jaskier, voilà. D'accord, ok. Voilà. Alors lui, il était sympa à faire parce que c'était voilà, c'est un personnage qui est assez intéressant. Oui. Après, c'est complètement différent en jeu vidéo parce que vous faites des fichiers. D'accord. Donc, vous n'avez pas vraiment des scènes à jouer, c'est phrase par phrase. Dans The Witcher, il y avait plus de scènes à jouer, donc c'était plus intéressant. Mais sinon, c'est vraiment une technique tout à fait différente. Vous énumérez tous les autres jeux vidéo, oui. Ça je pourrais pas parce que à part, il y en a beaucoup. Oui, à part oui, il y a Call of Duty. Call of Duty, vous avez fait des voix. Oui, j'en ai fait plein. Call of, ok, Call of. En plus, il y a une oui. grosse Assassin's Creed aussi. Oui, oui, oui. D'accord. Mais alors, je sais plus qui et. Incroyable. Parce que je ne suis pas un joueur, moi. On recherchera, on fera des recherches. Donc Assassin's Creed, c'est quand même un blockbuster des jeux vidéo, c'est énorme. Il y a des millions de fans de ce jeu-là. The Witcher, pareil, c'est énorme. Donc, est-ce que vous avez conscience de l'impact que vous avez eu sur les cerveaux, notamment du mien par exemple, ou de mon collègue, par rapport à tout ça, parce que nous on est des aficionados de jeux vidéo, des consommateurs de manga, donc est-ce que vous vous en rendez compte de cet impact? Quand on fait un jeu vidéo, je crois que la qualité doit être très très importante du comédien, hein, parce que le joueur, vous allez nous écouter en permanence à un niveau. Si vous n'arrivez pas à passer à un niveau, par exemple, vous allez entendre tout le temps la même chose. Exact. Alors si c'est insupportable à écouter, c'est insupportable pour le joueur. Exact. Et après, non, on n'est pas conscience d'un phénomène de jeu. Nous, on fait le jeu, oui. Il nous plaît pas. Il y a un autre jeu là, je ne sais pas comment il s'appelle, mais j'aime bien mon personnage, c'est un nain. Qui a une grosse barbe comme ça, alors il parle comme ça. Je sais plus quel est ce jeu, c'est un truc féodal, je sais pas quoi. Ah oui, d'accord, ok, ça peut être alors, World of Warcraft ou des c'est ça, je crois. World of Warcraft. Voilà. Alors ça, c'est pareil, il y a des millions de gens voilà. qui aiment World of Warcraft. Et ça m'amuse de le faire, ça même. C'est une espèce de druide en fait, en gros, ou un guerrier, non? C'est un nain. Un nain, oui. Ouais. Oui, parce que vous avez le guérisseur. Oui, voilà. C'est toute une équipe, on va dire. Donc vous jouiez le nain dans World of Warcraft. Ouais, alors ça j'aime bien faire ça. Ce que j'aime pas trop faire, mais je le fais quand même, c'est les jeux de guerre où pendant 2, 3 heures, voire 4 heures, vous avez plein de fichiers où il faut hurler en permanence grenade, à terre, attention, à l'attaque, attention, mine, grenade. Ouais, et ça c'est très fatigant parce qu'il n'y a pratiquement rien à jouer et il faut tout le temps gueuler. Et ça, c'est, donc donner beaucoup de la voix. Oui, et puis c'est bon, c'est pas très amusant. C'est que de la répétition. Voilà. Mais bon, c'est un travail, hein. Tout travail mérite salaire, comme on dit. Hein. Exact. Et donc, où est-ce qu'on maintenant, pour terminer, où est-ce qu'on peut vous trouver actuellement? Enfin, quels sont vos projets actuels et à venir? En doublage, vous voulez dire ou en tout En tout, hein, de ce que vous faites. En tout, là en ce moment, ça fait à peu près 5-6 ans qu'on tourne une pièce qu'on a jouée à Paris et au Festival d'Avignon et qu'on joue un peu dans toute la France avec des dates de tournée qui s'appelle La Cagnotte de Jeanne Labiche. J'ai tourné récemment pour M6, une série qui va bientôt passer avec Clémentine Célarié. J'ai tourné dans Alibi.com 2. Alibi. J'ai tourné dans Monsieur Aznavour qui sort actuellement. Et puis là en prévision, en tournage j'ai rien, mais en prévision de doublage, j'ai pas de série là. Si je fais une série, mais je peux pas en parler. Le problème c'est que il y a ces contrat de confidentialité. Forcément. Voilà. Mais là, je fais une série colombienne en ce moment, mais je peux pas dire le titre et je peux pas. Pas de souci. Donc, un planning assez chargé quand même. Oui, ça va. Il y a toujours du travail. Tant mieux. Et
Et pour terminer, bah, je sais qu'il y a vos filles aussi qui s'y sont mis. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Et est-ce que, bien sûr, vous avez un message pour tous les gens de ma génération ou des gens qui sont fans de votre voix? Si vous avez un message pour toute la communauté des jeux vidéo. Et voilà, bien sûr. Ah oui, alors j'ai 3 filles. Oui. Alors j'ai 2 filles qui font ce métier. Lana Ropion, qui a 20 ans et qui fait ce métier-là depuis l'âge de 4 ans. Incroyable. Ah oui, elle a commencé avant vous. Voilà. Ah oui, plus précoce que vous. Voilà. Et donc, et là, il y a 4 ans, 3-4 ans, elle a eu le prix d'interprétation féminine de doublage au festival de Port-le-Cat. Oui, j'avais vu ça. Voilà, pour le Peuple Loup. Oh, là, formidable, je suis très fier. Félicitations. Ah oui. Surtout qu'elle avait que 16 ans à l'époque. Ouais. Et Joséphine Ropion, qui fait aussi ce métier. Et qui fait qui a beaucoup tourné, qui a fait du théâtre aussi et qui double beaucoup aussi. Bah, là, par exemple, son actualité, c'est qu'elle a fait le personnage principal de Smile 2. Ah ouais, incroyable. Ouais. Qu'on est allé voir ensemble d'ailleurs au cinéma. Ah ouais, parce que oui, on aime bien faire. Ce que ça donnait, ben voilà, elle est formidable. Et j'ai ma 3e fille qui a fait un peu ce métier pendant quelques années, mais finalement ça ne lui a pas plu. Et qui est dans la restauration et qui a créé un restaurant qui marche du tonnerre, et je vous le conseille, à Vannes. On notera. À Vannes, qui s'appelle Le Derrière, on y mange très bien, c'est un accueil chaleureux et ça marche du tonnerre. Comment s'appelle le restaurant? Le Derrière. Le Derrière à Vannes. À Vannes. Le Derrière à Vannes, on mettra ça en description de la vidéo forcément. Voilà. D'accord. Et après le message que je peux faire à peut-être les gens qui voudraient se lancer dans le doublage par exemple. Alors si pour les personnes qui veulent se lancer dans le doublage, c'est toujours le même conseil que je donne et qui est essentiel, il faut être comédien au départ. Alors même évidemment, si par exemple mes filles ou moi on a commencé enfant, on a quand même fait après des cours de comédie. D'accord. Alors si vous êtes très très jeune, vous êtes enfant et vous avez envie de vous essayer au doublage, évidemment vous pouvez. Mais si vous êtes adulte, je pense qu'il faut commencer d'abord par des cours de comédie. Pourquoi? Parce que il est essentiel de travailler l'articulation, la respiration, poser sa voix, et puis savoir jouer la comédie. Voilà. Donc il faut s'entraîner avant, parce que sinon c'est... Oui, sinon on arrive, on se casse la figure. Si on... C'est fort possible. D'accord, ok. Bah écoutez, merci beaucoup, merci pour... merci à tous ceux qui nous regardent. Merci les amis, franchement c'est une exclusivité. Moi j'ai l'impression d'être un peu dans un rêve, parce que quand je pense à Nicky Larson, à The Witcher, à tout ça, c'est énorme. Donc merci pour votre temps, pour cette grosse... Et attention à la massue. Attention à la massue de Laura. Laura aussi très très bonne directrice, j'ai vu aussi ses doublages. Donc voilà, et puis merci beaucoup, merci Monsieur Ropion. Et j'espère peut-être à une prochaine, qui sait. Et puis voilà, n'oubliez pas surtout de lâcher votre plus gros pouce bleu, de commenter, liker, partager. À bientôt les amis. Ciao. Monsieur Ropion, bye bye, ciao.